Alors, Monsieur le Ministre, nous sortons donc d'une définition, quoique stimulante, assez abstraite du principe de souveraineté. L'homme politique que vous êtes et avez été peut-il définir un peu mieux notre objet? Qu'est-ce que pour vous la souveraineté, notamment la manière dont vous l'avez exercée, puisque vous fûtes ministre d'un caractère essentiel de la souveraineté nationale, à savoir la défense? D'abord, un grand merci de m'avoir convié. Ça me permet de revenir sur des thèmes que j'ai vécus, sur des thèmes qui ont inspiré en fait l'action politique que j'ai essayé de mener. La souveraineté, c'est le concept même qui est à la base d'une politique de défense, puisque c'est le concept qui est attaché à l'indépendance nationale, comme on vient de le dire lors de l'intervention précédente, mais aussi au fait qu'elle est indivisible et qu'elle ne peut pas être déléguée. Et c'est très important dans la conjoncture actuelle, car aujourd'hui on essaye de vous expliquer à longueur de débat, à longueur de discours, à longueur d'explications politiques, que la souveraineté doit être partagée, qu'elle doit être déléguée, qu'elle doit être partagée. Ce n'est pas possible, puisque la souveraineté, c'est le fait de l'indépendance qui est détenue par le souverain. Après, il faudra définir ce qu'on appelle le souverain dans une république, c'est autre chose, mais qui est défini par le souverain, qui est détenu par le souverain, et qui permet de défendre l'indépendance, et en même temps de la défense de l'indépendance, c'est défendre les valeurs du pays, c'est-à-dire son histoire, les valeurs de son histoire, ses projets, et aussi les valeurs qui sont attachées aux projets qu'il porte. Et c'est tout cela qu'est la souveraineté. C'est une notion qui est très forte, je dirais presque même, qui est très lourde pour un dirigeant, car il est obligé, à ce moment-là, de prendre tous les moyens pour empêcher qu'on touche à ce trésor, le trésor de l'indépendance, le trésor du respect des valeurs du pays, le trésor de ses frontières, car il n'y a pas de pays sans frontières, le trésor de sa tradition, le trésor de son ambition, et que tout cela, ça forme, j'allais dire, ce qui est intouchable et qui n'est indivisible. Voilà tout simplement comment je conçois la souveraineté. Alors, si l'on conçoit la souveraineté comme un absolu, peut-on dire à partir de là que la France est encore une puissance souveraine, et dans quelle mesure? Oui, la France a encore une puissance souveraine. Elle se heurte à plein d'adversaires, conscients ou inconscients, qui essayent de la raboter, de la limiter, cette souveraineté, constamment. Le dernier exemple, on le vit actuellement, c'est de voir comment la Commission européenne essaye, je vais dire directement ou indirectement, de prendre la compétence de l'armement à tous les pays européens. Pour un pays qui n'a pas le contrôle de son industrie de l'armement, est un pays qui ne peut pas mener la guerre. Et un pays qui ne peut pas mener la guerre est un pays qui ne peut pas se défendre. Donc à partir de ce moment-là, c'est une atteinte fondamentale à la souveraineté. Et je fais partie de ceux qui pensent que la Commission européenne est en train même de violer nos traités, car il n'est prévu nulle part que la défense relève des compétences de la Commission européenne. Et qu'il est prévu nulle part, sauf s'il y avait un vote, sauf s'il y avait un débat, sauf s'il y avait une délégation au sens juridique du terme, et qu'on voit que cela se fait d'une manière sourde, d'une manière indirecte, et qu'il est absolument indispensable que celles et ceux qui sont attachés à une France indépendante, souveraine, capable de défendre et ses convictions, ses valeurs, et d'en avoir les moyens, car de dire qu'on veut les défendre si on n'a pas les moyens, ça ne sert à rien. Et les moyens, c'est l'industrie de défense. Or, la France est un pays, un grand pays pour ce faire, puisqu'elle a une industrie de défense tout à fait remarquable,
on ne va pas en parler peut-être aujourd'hui, mais que cette industrie de défense, non seulement il faut continuer à la respecter, mais il faut la renforcer. Non seulement il faut la renforcer, il faut lui permettre de trouver des sous-traitants, de trouver des ingénieurs, de trouver des cadres, de trouver des techniciens qui viennent la développer. Et c'est la raison pour laquelle j'approuve totalement une des propositions qui a été faite récemment, comme quoi dans la réserve française, il devrait y avoir une réserve qui, en cas de guerre, puisse être mobilisable pour aller s'investir dans l'industrie de la défense, afin de permettre, comme aujourd'hui on le constate, que l'industrie de se développer et ainsi de renforcer les capacités de défense. Voilà tout simplement ce que je voulais dire à ce propos-là. Alors, vous évoquez la souveraineté en termes de capacité, de moyens techniques, là où souvent un certain discours réduit la souveraineté à sa seule dimension juridique, politique ou institutionnelle. On voit aujourd'hui dans la guerre que se livrent les puissances que la souveraineté peut concerner par exemple l'accès aux terres rares, par exemple l'information, par exemple la capacité. Sur quel levier ou secteur stratégique la France doit-elle aller si elle veut redevenir ou affermir sa souveraineté? La souveraineté, elle est totale, ou autrement, elle sera fragile. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'orateur précédent. Je pense que la souveraineté, par exemple, alimentaire, est aussi importante que la souveraineté en termes de médicaments, que la souveraineté en tant que médicament est aussi importante que la souveraineté en termes de terres rares. Et si aujourd'hui vous avez un président américain qui se bagarre pour pouvoir prendre le contrôle d'un certain nombre de terres rares ici et là à travers le monde, c'est pas pour le goût simplement d'avoir des terres rares, c'est parce qu'il sait très bien que s'il ne contrôle pas des terres rares pour pouvoir alimenter son industrie de défense, ou sa recherche, ou tous les types d'industries extrêmement pointues qui sont en train d'émerger, il deviendra un pays dépendant. Or, la grande qualité, la grande spécificité, j'allais dire, de la souveraineté, c'est indépendance. La souveraineté, c'est ne dépendre de personne. Donc, à partir de ce moment-là, on est complètement libre, car si on ne dépend de personne, on peut à ce moment-là prendre ses décisions en fonction de son projet, en fonction de ses convictions, en fonction de ses valeurs, sans être obligé d'obéir à une pression étrangère ou à un lobbying quelconque. Et la bagarre qui est menée sur les terres rares est évidemment une bagarre de souveraineté. La Chine l'a très bien compris. Depuis maintenant 10 à 15 ans, elle essaie de prendre le contrôle de toutes les terres rares du monde, et elle sait très bien que par ce fait-là, elle pourra rendre dépendant un certain nombre de pays. Et que je pense que la souveraineté, elle concerne plein de secteurs. Si vous avez des guerres de l'eau actuellement dans le monde, c'est que certains pays, s'ils n'ont pas l'eau, deviennent totalement dépendants. Et à ce moment-là, ils sont en fait obligés d'obéir aux ordres, aux directions, aux menaces qui leur sont imposées, et d'où leur recherche d'avoir en fait une capacité autonome d'accès à l'eau. On parle de l'eau, on parle des terres rares, on pourrait parler d'un certain nombre de choses, et c'est ce qui m'amène en fait à aborder une question qui est dans la tête de tous les géopoliticiens aujourd'hui, c'est que pourquoi s'intéresser au dom-tom en France, au département de l'outre-mer, au territoire d'outre-mer, c'est parce que ça nous permet en fait d'avoir accès à des terres rares, ça nous permet d'avoir accès à des zones spécifiques océaniques dans lesquelles il y a des métaux spéciaux et des ressources naturelles exceptionnelles. Ça nous permet aussi de contrôler des lieux de passage au niveau des bateaux, au niveau des pipes, comme on a pu le constater tout à fait récemment. Ça nous permet en fait d'avoir une indépendance par rapport en fait aux grandes puissances. Et la France a la chance d'être la deuxième puissance au monde
dans cette zone océanique ou cette zone maritime mondiale, elle a tout à fait intérêt à la conserver, et c'est une des raisons pour laquelle il faut se pencher sur ce dossier-là si on veut que la France soit souveraine d'une manière tout à fait particulière. Donc la souveraineté, elle a plein d'aspects. Et quand on parle de souveraineté alimentaire, c'est très important. Quand les organisations agricoles parlent de la dépendance française, elles ont raison, parce qu'un pays qui ne peut plus, en fait, en temps de guerre, nourrir sa population est un pays qui devient dépendant et qui, à partir de ce moment-là, ne pourra pas poursuivre ses objectifs de défense d'abord, de guerre ensuite, si malheureusement ça arrive. Alors, pour revenir un peu au dur de la souveraineté et aux fonctions que vous avez exercées, est-ce souverain, surtout au vu du contexte international, n'est-ce pas d'abord avoir la capacité de se défendre? Évidemment. Et la loi française prévoit des lois de quoi la Constitution, c'est pas la Constitution, c'est le régime législatif français prévoit des lois de programmation successives pour pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de décisions qui permettent à la France en principe, de s'armer, de moderniser son armement, de s'organiser, de moderniser son organisation pour pouvoir être capable de relever les défis qui sont en face d'elle. J'ai eu l'honneur en fait, de servir le pays en passant de l'armée de conscription à l'armée professionnelle pour faire cela. Car on s'est aperçu à un moment donné que l'armée de conscription avait fait son temps pour une raison simple, c'est qu'elle n'était plus capable de faciliter ce mélange social auquel certains rêvaient encore, puisque ça n'existait plus, pour plein de raisons sur lesquelles on pourra revenir tout à l'heure, et que deuxièmement, elle ne permettait pas, compte tenu de son coût et de son organisation, l'émergence d'une armée professionnelle qui, elle, est exigée par la technicité de l'armée. Car quand vous voyez comment aujourd'hui une guerre se passe, vous vous apercevez qu'il y a des techniques extrêmement pointues qui sont mises en œuvre par nos officiers, sous-officiers et soldats, et que pour ce faire, il faut des compétences extrêmement pointues. Aujourd'hui, la France est arrivée à faire cette mutation. À mon avis, elle ne l'a pas complètement terminée, car si on veut véritablement être souverain, il faut non seulement avoir une armée professionnelle qui soit extrêmement compétente, ce que la France a, mais il faut ensuite, et en même temps, avoir une réserve extrêmement importante pour pouvoir assumer un certain nombre de tâches. Car souveraineté, ça veut dire sécurité extérieure et intérieure. Or, vous apercevez aujourd'hui, à partir malheureusement de ce qu'on constate, c'est-à-dire les attentats, c'est-à-dire les djihadistes qui provoquent des troubles, c'est-à-dire les menaces terroristes qui existent, qu'il y a une sécurité intérieure qui est quasi aussi importante que la sécurité extérieure, et qu'à partir de ce moment-là, il nous faut la possibilité de mobiliser des réserves qui puissent y faire face pendant que les troupes, l'armée professionnelle, elle s'occupe du combat extérieur. Et là, il faut que la France fasse un effort et qu'elle décide véritablement d'une vraie réserve, telle qu'on les connaît dans un certain nombre de pays, tel qu'un pays comme les États-Unis. D'abord, ça permettra de renforcer le lien armée-nation, et puis en même temps, ça permettra d'avoir un pays qui pourra jouer sur, j'allais dire, deux plans, le plan de la guerre au sens classique du terme, avec l'armée professionnelle, et puis de la sécurité au sens classique du terme aussi, au sens intérieur du pays. Voilà en fait les quelques réflexions que je peux faire. On pourrait en parler longtemps, puisque par exemple, comme ça, vous prenez un pays comme la Suisse, qui est un pays qui fait tout pour pouvoir être souverain et indépendant. Il a garanti sa souveraineté alimentaire en
mais il y a une politique agricole qui coûte peut-être cher, mais qui lui permet en fait d'avoir une couverture complète de l'alimentation de sa population en cas, j'allais dire, de fermeture totale des frontières. Et que c'est important aujourd'hui dans notre époque. Parce qu'à l'inverse de ce qu'on peut croire, c'est pas parce qu'on est un pays qui est capable d'exporter plein de blé ou qui est capable d'avoir des industries alimentaires extrêmement performantes, si vous n'avez pas un équipement qui vous permet en temps de guerre, c'est-à-dire avec des frontières qui sont fermées, de nourrir votre population, vous aurez en fait des problèmes éminents à résoudre, et je ne sais pas si on est capable de le faire. Alors, nous avons présenté comme ancien ministre de Jacques Chirac et d'Alain Juppé. Auparavant, vous aviez été membre de l'UDF, proche du président Giscard d'Estaing, et vous avez également voté oui au traité de Maastricht. Comment envisager cette perspective de souveraineté, notamment militaire, dans un cadre européen? Et dans quelle mesure est-ce possible? Si vous me permettez, on va retourner un petit peu en arrière. À partir de 1950, il y a eu une réflexion sur comment construire l'Europe. Et les pères de l'Europe, c'est-à-dire Robert Schuman, De Gasperi, Adenauer, ce qu'on appelle les pères de l'Europe, ont lancé une réflexion, et la réflexion avait comme cœur de sujet la communauté. Ils ont parlé de la communauté charbon-acier, ils ont parlé de la communauté Euratom, ils ont parlé de la communauté économique européenne, et c'était le mot communauté. Ce n'est pas un hasard qu'ils utilisaient ce mot-là. Eux n'étaient pas favorables à une Europe intégrée. Je répète bien, eux n'étaient pas favorables à une Europe intégrée. Ils n'ont jamais pensé cela, à faire un État européen. Et puis après, vous en avez d'autres qui disaient, on peut ne pas faire un État européen, mais on peut peut-être faire une confédération européenne. Ce qui pouvait être possible, un peu du type de la confédération helvétique, c'est-à-dire de garder une souveraineté de la part des États, mais d'avoir une coordination, entre guillemets, confédérale sur un certain nombre de sujets entre les pays. Ça aurait pu être possible. Mais il y avait eu les troisièmes qui sont arrivés et qui ne sont pas en fait nos amis. C'est ce qu'on appelle les socialistes, qui ont pris le pouvoir avec Delors en 1983 et qui à ce moment-là, eux, sans le dire, sont mis à mettre en œuvre toute une méthodologie pour pouvoir arriver à une Europe intégrée. Je dis bien intégrée, c'est-à-dire une Europe qui a toutes les caractéristiques d'un État. Et leur rêve, eux, c'est l'État américain. Je ne dis pas que l'État américain vient ici, mais leur modèle, c'est l'État américain. Et à partir de ce moment-là, vous avez en fait une guerre de souveraineté. Et effectivement, si on va dans ce sens-là, les souverainetés nationales ne tiendront pas et vous aurez une souveraineté européenne. Moi, personnellement, je pense qu'on ira vers une catastrophe parce qu'on n'est pas mieux pour ça, que je pense que l'Europe n'est pas faite pour ça, etc., etc. Donc il y aura un grand débat. Ça n'empêche qu'entre-temps, il y a eu le traité de Maastricht et que le débat avait plus ou moins été abordé. J'y ai participé parce que j'étais président du groupe UDF et que comme je voulais protéger ce que j'appelle l'Europe communautaire et confédérale, j'avais posé des amendements et on a accepté que ces amendements soient votés. C'est sur la subsidiarité et sur le respect des parlements nationaux. Malheureusement, après, ces amendements n'ont pas été respectés, ils n'ont jamais été mis en œuvre, ils n'ont jamais été, c'est comme s'ils n'avaient pas existé, et c'est la raison pour laquelle, personnellement, j'ai un peu l'impression d'avoir été trompé,
et que je crois aujourd'hui qu'il faut qu'on se mobilise pour défendre notre souveraineté avec une Europe, oui, mais une Europe qui soit confédérale, qui soit une confédération des nations et qui ne soit pas une Europe intégrée. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour cet échange.